Bon, maintenant, la question clé, c'est est-ce qu'on va pouvoir recycler ce lithium ou est-ce qu'à chaque fois, il faudra redépenser de l'eau pour aller rechercher le lithium? Et ça, sur le recyclage, ça semble vraiment être... il y a l'embarras du choix, hein. C'est le talon d'Achille de la voiture électrique aujourd'hui, selon les médias. La RTBF, par exemple, radio-télévision belge, qui cite un professeur de l'Université de Liège, Damien Ernst. Il faut 600 000 km, c'est ce qu'ils disent d'abord, 600 000 km pour rentabiliser le coût écologique de la voiture électrique versus voiture à essence. Donc la voiture électrique beaucoup plus polluante. Après, ils ont retiré cet article, bizarrement. Ouais. Helios a fait une étude de marché en Suisse romande, il pose cette question-là. Quels sont, d'après vous, les éventuels problèmes écologiques des voitures électriques? Les gens y répondent massivement, la batterie à cause du recyclage. La grande majorité du public arrive déjà à dire ça. Même l'étude Hummer, ça c'est l'étude qui est là-dessous. Regarde la taille de l'étude pour dire qu'ils ont bossé. Ça c'est un exemplaire, hein. Il y a genre 500 pages. Donc ils se sont demandé qu'est-ce qui était plus écolo entre un Hummer et une Toyota Prius. Et ils disent c'est le Hummer à cause du recyclage. Ils disent que comme la voiture électrique se recycle pas et que la voiture à essence, en l'occurrence le Hummer, se recycle, et ben la voiture électrique est moins écolo que le Hummer. Et là, si on n'arrive pas à découvrir qu'il y a un recyclage possible, on sera obligé de conclure que la voiture électrique pollue beaucoup plus que la voiture à essence. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, chez Leclanché? Alors ici, sur ce site, on fabrique ce qu'on appelle des cellules lithium-ion. Et une cellule de voiture électrique, on peut la charger combien de fois, par exemple? Typiquement, une cellule de voiture électrique doit, pour couvrir la durée de vie de la voiture, couvrir environ 1000 cycles. 1000 cycles. 1000 cycles de charge-décharge pleine. Maintenant, en utilisation réelle, on ne fait jamais de charge pleine. Donc avec 1000 cycles, on couvre aisément 300 000 km. On dépose une fine couche de masse active, c'est la masse noire, sur l'aluminium. Et cette masse active, qui dans ce cas précis c'est du NMC. Ça veut dire quoi? C'est quoi comme matériau? Ah, le NMC c'est du nickel, manganèse, cobalt. Ah oui, cobalt, ouais. C'est la masse active et c'est la masse qui contient le lithium. Et dans ce cas-là, le cobalt, une fois que tout ça est fini, représente quelle masse de la batterie à peu près? Quel pourcentage? Oh, c'est très peu. Ici, le cobalt représente probablement 1 ou 2% de la cellule, pas beaucoup plus. Il y a très peu. Et il y en a de moins en moins. Et les terres rares, elles se trouvent où dans la batterie lithium? Alors, aujourd'hui, une batterie lithium n'utilise pas de terres rares. Vous n'avez pas de terres rares du tout dans une batterie lithium? Non, il n'y a pas de terres rares. On utilise des métaux, mais on n'utilise pas de terres rares. Mais il y a beaucoup de journalistes qui le disent, on trouve beaucoup d'informations sur des terres rares dans la batterie des voitures électriques. Non, il y a les métaux qui se trouvent dans les batteries aujourd'hui sont l'aluminium, le cuivre, le nickel, le manganèse, le cobalt. Voilà, il n'y a pas de terres rares. Pas de terres rares? Non, non, non. Sur une cellule comme ça, si admettons on en prend plusieurs et qu'on a 1 kg de batterie, le lithium c'est combien de grammes? Typiquement, on est autour de 4% de lithium, donc c'est environ 40 grammes pour 1 kg. 3 fois rien. Il y a très peu. Hein. C'est du lithium-ion, donc il n'y a pas de lithium métallique. On utilise extrêmement peu de lithium. Quand on a une cellule comme ça, certains de ces matériaux se recyclent très certainement, du cuivre, oui. voilà. Oui. Quand vous concevez ça, vous pensez recyclage? On travaille toujours avec les compagnies de recyclage dès le début. Donc, comment extraire les matériaux, comment les recycler et comment les réinjecter dans le processus. Mais ça se recycle, ça, aujourd'hui? Ça se recycle. Tout ne se recycle pas, enfin, tout n'est pas réinjecté dans le processus, mais on récupère le cuivre, on récupère le nickel, on récupère le cobalt. Aujourd'hui, le lithium n'est que moyennement récupéré pour des coûts, mais c'est une question d'améliorer les technologies de recyclage. Et avec les volumes, ça va se faire aussi. Écoute, j'ai envoyé un module de la batterie à l'EMPA, c'est le laboratoire fédéral de recherche sur les matériaux. Et je peux te dire que si ça se recycle, eux, ils le sauront. Attends, je vais te passer
La blouse du chef. Une blouse, elle n'est pas très propre, mais quand même, ça mais- protège. Voilà la batterie. Ah ouais, t'as réussi à la démonter? Ouais, j'ai réussi. C'était un petit effort, mais finalement, ça allait assez bien. Ok. Ouais. J'ai enlevé une unité de ça, comme ça. Et dans ça, c'est une pièce d'aluminium. Et là-dedans, il y avait 2 cellules. Ah oui, oui. Comment tu fais pour l'ouvrir vraiment? Au cutter simplement? Ouais, ouais. Ah ouais. Ok. Comme à la maison, mais dans un endroit protégé. Hein, le Flowbox ici. Et maintenant, c'est le temps pour mettre les mesures de protection, lunettes et gants. Mais la première, elle n'a pas explosé, rien du tout. Non, non, j'ai pas peur du tout. Allons-y. Tu vois que c'est simple, je fais tout à la main. Tu coupes la connexion. J'essaye de couper tout. Mais c'est déjà tout. Donc, tu vois les 2 pôles, non? Ah oui. L'anode, Ah oui, on La voit toutes ces cathode. couches là. Ouais. il y a plein de couches Oui. qui apparaissent des 2 côtés. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais. Ici apparaît le miracle. Pour enlever la couche, puis récupérer le noir ou bien récupérer le cuivre. Ce qu'on va Ça, c'est essayer collé. maintenant, c'est un essai très rapide avec de l'eau, juste pour regarder si ça se sépare. Juste de l'eau. Notre expérience avec d'autres batteries, est-ce que c'est possible juste avec de l'eau? Ok, Des fois. d'accord. Donc, je ne sais pas comment ça va fonctionner maintenant, on va juste essayer. Pour savoir plus ou moins où ça montre déjà des choses intéressantes. Incroyable. Ah ouais, regarde ça, regarde ça. Ah oui. Incroyable. Très vite. Merveilleux, regarde ça. Hein? Puis là Regarde ça. t'as récupéré le cuivre. Ouais, là, on a le cuivre pur. Incroyable. Dans quelques secondes. Et ce qui reste dedans maintenant, c'est le graphite. Donc, on a une séparation parfaite du graphite, de la couche active, de l'anode, et du métal, du cuivre. Ah, donc ressortir le cuivre dans ce cas de cette batterie, c'est vraiment pas une histoire. Hein. Non, pas du tout. Avec de l'eau. Le processus régulier, c'est le traitement à chaud. On fond tous les métaux dans un four gigantesque où on arrive à une séparation des différents métaux à un niveau assez élaboré. Ça fonctionne assez bien. Mais on n'arrive pas à retirer tous les matériaux qu'on pourrait récupérer en théorie. Hein. I have seen a lithium cell for lithium battery. There are a lot of layouts with cobalt, with lithium, with copper. How do you do to extract each material of it? Yeah, so it goes into a process. It's a smelting process that we use. It's the combination of pyro and hydrometallurgy, and we make sure that at the end of the process we get different metals out: cobalt, nickel, copper, but also lithium, and also a residue of rare earth elements. But that means you heat and the materials, or do you have chemical products? It's a combination. It's a unique in-house process. We don't give all the details about the process, obviously, but it's an internal process that we've built ourselves, and we are able to extract 95% of the metals that go in. So that's a high recycling rate. 95% of the material you can get back? Yeah, and we can. With what kind of quality? With the best quality, so metals are not losing any of their qualities, any of their properties while recycling them, so they can infinitely be reused. We can put them back in the cycle, and we can close the loop, and that's what we do as well. So when at the end of the battery recycling process, we're able to use the cobalt and the copper and nickel and etc. for new battery applications, which is new cathode materials, which is also what we do at Umicore.
So I have an electric car. You can look at me in the eyes and tell me you can recycle to 95% my battery. I can do that, yes. Yeah, I dare to do that. T'as pu imprimer cette étude de l'EPFL? C'est le truc bleu et vert là, ouais. Où ça? Ah ouais, là, celui-là. Bah, t'as vu, les matériaux, ça se recycle, on peut le faire, mais par contre, la quantité de matériaux disponibles sur Terre, c'est pas du tout la même chose. Le cobalt, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pour 20 ans, 30 ans max, alors que le lithium, il y en a des quantités absolument monstrueuses. Et c'est quoi la banque de matériaux? Bah, si on ne met pas en place cette banque de matériaux là, qui est citée dans l'étude, bah, tu risques de perdre le matériau. Si tu extrais du cobalt, tu l'utilises, après tu brûles les batteries et puis tu remets toutes les cendres dans l'environnement, bah, le cobalt il est perdu pour toujours. Alors que si tu crées une banque de matériaux cobalt qui est dans les batteries, dans les infrastructures humaines et que tu recycles, tu peux le récupérer indéfiniment. C'est comme le fer, ça, c'est ça? Ouais, c'est comme le fer, et c'est un bon exemple. Il y a plus de fer aujourd'hui dans les infrastructures humaines que dans la croûte terrestre. Le fer, on l'a quasiment complètement extrait et aujourd'hui on recycle et on est dans cette économie circulaire. Donc un jour, on aura plus de cobalt sur Terre que sous Terre. Et si on ne fait pas ça, eh ben, le cobalt est perdu et on aura des sacrés problèmes autour de 2040-2050. Ouais. Tu vois le fromage à côté de ton étude là? C'est l'étude allemande qui dit que la voiture est plus polluante si elle est électrique que si elle est diesel. C'est eux qui sont cités par lesoir.be ou glamour.fr, les articles à côté. Ouais, mais ils utilisent quoi comme source pour dire ça? Ils disent que c'est l'approvisionnement le problème, notamment le fait qu'il y a beaucoup de charbon en Allemagne dans le mix énergétique. Si tu charges au charbon, tu serais plus polluant. Donc il faut voir maintenant avec quoi on charge les voitures électriques. Et est-ce qu'on doit les charger ou on devra les charger avec du charbon ou du nucléaire? Ou est-ce qu'on peut charger les voitures électriques et on charge les voitures électriques avec de l'énergie renouvelable? Ça change tout. On a largement assez de ressources renouvelables pour alimenter les besoins énergétiques globaux, pas seulement de la mobilité, mais aussi des cycles de production, en général de l'industrie. Si on pense que le changement du parc de véhicules électriques, il va prendre 1-2 décennies et qu'il demande à la fin une augmentation de la demande d'électricité autour de, ça dépend du pays, ça dépend des parcours faits par les conducteurs, entre 10 et 40%, on parle d'une augmentation par année de quelques pourcents, donc déjà compatible avec ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Ouais, c'est Marc. J'ai fouillé un peu et en fait, ton étude Hummer vs Prius, bah, c'est un fake. Il y a des démentis, hein. Il y a des universités qui ont complètement démonté ce rapport. Du coup, je suis en route pour l'université de Lucerne. Il y a Christian Bauer là-bas qui donne un cours. C'est un spécialiste des éco-bilans et il travaille pour le Paul Scherrer Institut. C'est un institut indépendant. Je vais lui montrer cette étude et je vais essayer de comprendre comment on fait pour fausser un rapport. I'm going to talk about mobility today, about the comparison of different transport options in terms of environmental impacts. And I will focus on this and that, so on passenger vehicles. So if you're interested in that topic, you might have seen headlines like that. So there's, I think, a big confusion about are battery electric vehicles positive for the environment or not. You can see here that the battery electric vehicle is the most efficient in terms of direct fuel demand. That's simply due to the fact that combustion engines are not really efficient, 20-30% efficiency, I think, today, while the electric engine is much higher. So you need less energy to drive a kilometer. If you really electrify the whole Swiss car fleet, then one could think about adding 10% of electricity demand. Here, this graphic shows us very easily that electric cars have a strong advantage on petrol car on CO2 emissions.
on the life cycle. How do you explain your conclusion in difference with what we see in the media? The media, what we can read, says absolutely not that. Are you right with your calculation? Wrong? Who is right? Well, of course I'm right. There are different reasons for different kinds of results. So the first one is that here the Swiss electricity mix is used. So if you use the European electricity mix, then the green line would be steeper, and the crossing point would be maybe here. So that's a legitimate reason for a different number. Other reasons could be that sometimes outdated numbers are used for example, battery production. And if you calculate with a quite high energy demand for this production, then you basically shift the starting point up here, and then also the compensation time will be much higher. So this is your conclusion? When you include all the parameters you have in hand, electric cars have less emissions than gasoline car if you use renewable energies? Yes. Including battery production, recycling, road, everything? Yes, yes, yes. Und diese Studie hat gesagt, Hummer sind mehr umweltfreundlich als ein toter Prius. Wie ist das möglich? Ja? Wie ist das möglich? Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie ich diese Studie gelesen habe, weil man weiß eigentlich, auch wenn man sie zweimal liest, nicht so genau, was gemacht wurde. Und das ist eines der Kernprobleme bei dieser Arbeit, dass man einfach nicht nachvollziehen kann, was wurde gemacht, und auch die Datenquellen nicht angegeben, nicht erklärt, wie die Ergebnisse berechnet wurden. Sprich, ich habe überhaupt kein Vertrauen in diese Studie und kann nicht mal sagen, genau wo sind die Fehler, weil es eben so intransparent ist, dass man nicht wirklich viel dazu sagen kann. Man muss einfach die richtigen Eingangsgrößen in die Berechnungen so drehen, dass das Ergebnis dann so aussieht, wie man will. Et pourquoi est-ce qu'on ferait plus confiance à cette étude qu'aux autres? Ouais, le premier point, c'est parce que les hypothèses qui sont là-dedans correspondent à ce que j'ai vu sur le terrain. Donc là, c'est clair qu'il y a un match. Et puis après, le PSI, c'est un institut neutre, c'est pas un institut financé par des constructeurs automobiles ou l'industrie du pétrole. Et puis enfin, ces études-là et le PSI fait les éco-bilans pour la Confédération suisse. Donc ça veut dire que nos politiques, nos lois se basent là-dessus pour déterminer si on fait la promotion des voitures électriques ou pas. Et donc eux, ils disent que la voiture électrique est 2 fois plus écolo en termes de CO2 que la voiture à essence. Ouais, dans tous les cas, la voiture électrique est meilleure. Ouais. Et surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est quel que soit le mix énergétique. Si on est dans un mix énergétique avec beaucoup de charbon comme en Allemagne, même là, c'est légèrement dans n'importe quel plus pays, c'est ça que tu veux dire. Et dans n'importe quel autre pays qui est meilleur que l'Allemagne, la France, la Suisse ou l'Autriche, à ce moment-là, la voiture électrique, elle est carrément beaucoup plus efficace d'un point de vue du CO2. The challenging one is how to indicate the future CO2 emission in the year 2021. What to fulfill the target is one thing, but doing, say, the implementation and changing the whole company is another one. We think that they underestimate the risk and the effort to change. Yeah, we're talking here around, for 2021, around 14 billion euros. PA Consulting, je sors chez eux, c'est des consultants automobiles indépendants. Ils vont chez les constructeurs automobiles, c'est vachement intéressant. Ils regardent leurs lignes de production, les technologies qu'ils ont, pour voir comment ils arrivent à réduire leurs émissions de CO2. Puis il y a cette nouvelle norme européenne, là, les 95 grammes de CO2 au kilomètre, que tous les constructeurs doivent atteindre en 2020. Et ça va leur faire des amendes de malade. Hein. C'est ça, exactement. C'est 1 milliard, hein, c'est ça. Pour PSA, ça fait 20% de leurs bénéfices et 4 milliards pour Volkswagen. Bon, soit les industriels auto comme Tavares sont des lanceurs d'alerte écolo, soit ils craignent quand même pour leur business. Il y a des éléments qui montrent que les voitures électriques, c'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises françaises.
Le Parisien, par exemple, qui dit que ce serait 15 000 postes en moins. Et il y en a d'autres qui disent même 20% de perte de chiffre d'affaires. Donc ils doivent vraiment espérer un retard de l'arrivée de l'électrique. En général, les lobbies de ce type-là financent des sites internet qui diffusent des nouvelles qui sont à moitié justes et à moitié fausses. Mais on ne sait pas qui est derrière. Et puis tout d'un coup, l'effet, c'est que c'est repris par un média populaire qui croit avoir trouvé quelque chose. Et puis, il faudra peut-être 3 semaines ou 1 mois pour que quelqu'un dise « Alors c'est n'importe quoi, c'est bien d'où ce chiffre ?» Mais tout ça, la presse ne l'a pas forcément bien compris parce qu'il y a aussi un autre phénomène qui se passe dans les médias. Vous allez être davantage écouté si vous arrivez avec un problème que si vous arrivez avec des solutions. Bien sûr. Les voitures essence tuent des milliers de personnes dans les villes chaque année. C'est un tiers de nos émissions de CO2 et on a l'impression que la voiture électrique ne va rien changer alors que c'est faux. Ça ne se fait pas à cause de rumeurs, à cause de fausses informations. Les gens hésitent à acheter parce qu'ils ont l'impression de faire encore plus de mal à la planète. C'est terrible ce frein culturel qui se met en place basé sur de fausses informations. Oui, alors c'est vrai. Et puis quand vous êtes un leader comme l'industrie allemande dans les diesels ou les Français dans le moteur diesel, et puis qu'on commence à vous dire que le diesel, c'est pas tellement une bonne solution, et puis qu'il faudrait passer à l'électrique, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites le virage, soit vous faites pression sur vos gouvernements pour retarder les choses, etc. Et puis si vous pouvez diffuser quelques nouvelles comme quoi, ouais, la batterie, il y a un gros problème de recyclage, ça aiderait un petit peu. Je ne dis pas qu'il y a un complot organisé, mais il y a quand même un climat qui est clairement dans cette direction. T'achèterais une voiture électrique? Non. Je veux le rendement du moteur. Quand tu roules à 110, 120 sur l'autoroute, quand j'entends un petit moteur, ça me fait un plaisir. Ouais, mais ça fait du bruit. Non, c'est une musique. Alors là, on est irréconciliable. Moi, je ricane et je dis, mais écoutez, cette passion pour les machines mécaniques et les machines thermiques très particulièrement, elle ne m'a pas lâché toute ma vie. Je veux quand même préciser que j'ai trouvé un CD américain, qui est une suite d'enregistrements de mise en route de moteurs de super constellation. Tu vois, et puis en mettant le volume qu'il faut, donc on est d'accord. Ça, c'est vraiment le dernier argument contre lequel je peux pas lutter. Non. Parce que c'est vrai que ça, les matériaux, j'ai vu que c'était c'est possible. L'énergie, c'est possible. Après, si on aime le bruit, alors là, je peux rien faire.